Mais Mélenchon nous dit des choses très précises sur la Révolution française, c'est-à-dire qu'il ne trompe personne. Pour qui veut savoir, il nous fait franchement référence à Robespierre et Saint-Just. On peut choisir qui on veut dans la Révolution française. On pourrait même choisir une lecture de Tocqueville. Il fait une lecture qui est celle de Soboul, de Mathiez et du Parti communiste. Et c'est pas étonnant qu'on voit un drapeau de l'Union soviétique. La lecture que Mélenchon fait est la lecture communiste de la Révolution française. C'est clair. C'est Robespierre et c'est Saint-Just. C'est-à-dire la terreur. Il est le candidat du Parti communiste, entre autres, pas oui, seulement. Ceci dit, on pourrait imaginer communiste. que des années après, le Parti communiste ait pensé que peut-être il fallait faire une espèce de lecture particulière à la lueur de ce qu'ont été l'Union soviétique, les pays de l'Est, la Révolution française, la terreur et les travaux de M. Tullard, qui nous permettent de savoir un peu comment la Révolution française se termine, se continue, etc. Et il me semblait qu'on pouvait aujourd'hui faire une autre lecture que la lecture des années 50 de Mathiez, Soboul et les communistes. C'est pas rien, Robespierre, quand même. C'est la terreur. Alors on a d'un côté une espèce de théoricien qui est célébré par Badiou, par Zizek, parce que c'est l'intellectuel. Et il fait l'éloge de la vertu, il fait l'éloge de la pureté, il nous fait une grande lecture de Rousseau. Et puis il laisse Carrier, des gens comme ça, massacrés. 5000 morts en 100 jours, Carrier, en tuant des gens simplement parce qu'il y a des hommes, des femmes enceintes, des enfants, etc. C'est quand même ça la terreur républicaine. C'est-à-dire que quand on est président de la République, quand on veut être président de la République, quand on a une licence de philosophie comme Mélenchon, quand on connaît l'histoire, quand on se réclame de la Révolution française, si on choisit Robespierre et si on choisit Saint-Just, et pas Condorcet, on pouvait choisir Condorcet. On pouvait choisir Varlet, par exemple, parmi les enragés. On pouvait vraiment prélever dans la Révolution française des individus qui signifient quelque chose sur l'avenir qu'on propose à la France. Il a choisi la terreur, c'est-à-dire le pire dans la Révolution française. On pouvait très bien, mais là je parle sous le contrôle de Jean Tullard, j'ai un peu peur, mais je veux dire, on pouvait très bien préférer autre chose à la Révolution française que la terreur. L'idée qu'aujourd'hui des Zizek et des Badiou nous expliquent que la terreur était nécessaire parce qu'il y avait la guerre à nos frontières, parce que c'était nécessaire pour sauver la Révolution, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas quand on massacre tout le monde qu'on règle des problèmes comme ça. Et puis, c'est très important, il faut lire Robespierre. Moi, à 50 ans, pas 50 ans, 40... Quand est-ce que j'ai découvert Robespierre? 45, 47, quelque chose. 45, disons 50 ans. À 50 ans, j'avais un avis sur Robespierre, comme j'avais un avis sur les anarchistes, alors que j'avais jamais lu un anarchiste et j'avais jamais lu une ligne de Robespierre. Et pourtant, j'avais un avis. Quel crétin. On est tous comme ça. Hein. On a une avis, on a dit Robespierre, c'est un fleuve de sang. Attends. Robespierre, de son vivant, était accusé par les Girondins, c'est-à-dire les riches, les voltairiens, les salauds. Il était accusé, calomnié par ceux contre qui il se battait. Robespierre se battait pour les pauvres et les riches le détestaient pour ça. Guillemin nous donne des citations lumineuses, très importantes pour comprendre que les riches avaient parfaitement identifié Robespierre comme l'ennemi des riches et l'ami des pauvres, et c'est pour ça qu'ils se battaient contre lui. La morale de Voltaire, celui qu'on nous présente comme un parangon de vertu, le modèle absolu de la tolérance, de la raison, un salopard. Enfin, c'était aussi un philosophe intéressant, mais c'était une crapule de riche qui voulait se débarrasser de la religion pour lui, pour s'en émanciper et pouvoir faire ce qu'il voulait, et puis qui par contre défendait la religion pour les pauvres. Il disait, il est bon de faire croire aux pauvres qu'il y a un paradis et un enfer, qui croient au diable, pour que le pauvre ne vienne pas me voler mon blé et boire mon vin. C'est ça qui l'intéressait. Donc c'est absolument... Et puis c'était un négrier, quelqu'un qui... Enfin bon. Le procès de Voltaire, il est chargé. Mais en tout cas, la morale de Voltaire, la morale des Lumières, qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de la raison et de la liberté et de la tolérance, c'était un pays bien gouverné. Alors, c'est pas exactement, Marion Sigaud a trouvé le terme exact, il faut que je le retrouve aussi. Je crois que c'est une nation bien organisée, est celle où le petit nombre fait travailler, il faut l'apprendre par cœur, ça elle est formidable, hein, fait travailler le grand nombre. Une société bien organisée pour Voltaire, où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Hein, c'est bien ramassé, il y a toute la saloperie du gouvernement représentatif où les riches condamnent les pauvres aux travaux forcés à leur profit pour pouvoir rien foutre. C'est Voltaire. Donc, le fait que... Alors, si tu veux, pour départager, quand j'écoute Onfray, Michel, qui est vraiment quelqu'un que j'aime
beaucoup moins, je veux dire. Mais tout le monde peut se tromper, quoi. Je veux dire, tout le monde peut se Oui, mais tromper. là, il Michel se trompe Onfray. beaucoup, hein, Mais oui, et puis mais non, il mais Michel. insiste, hein. Non, mais c'est pas grave. C'est pas parce que quelqu'un se trompe beaucoup qu'il se trompe tout le temps. Et c'est pas parce qu'il se trompe avec obstination qu'il faut le vouer aux gémonies. Onfray est quelqu'un d'intelligent, de supérieurement intelligent, un grand travailleur, quelqu'un qui travaille énormément. Et ce qu'il me fait gagner comme temps en repérant dans les perdants, ceux qui ont perdu dans l'histoire de la philosophie, et qu'on ne recopie pas, quand il me parle de Démocrite ou d'Épicure, qui sont très peu recopiés. On recopie Platon, on recopie Aristote, mais on ne recopie pas Épicure. Quand Michel me fait ressortir l'importance de Démocrite comme pendant libérateur, émancipateur de Platon, c'est essentiel. Ça excuse ce qu'il peut dire sur Ben Robespierre. évidemment, il va se tromper. Alors, je pense qu'il se trompe par exemple sur la démocratie. On en a parlé assez longuement tous les deux. Je n'arrive pas encore à le convaincre parce qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, mais j'essaye de lui rendre sensible que le fait que les démocrates, à Athènes, le fait qu'ils aient eu des esclaves, le fait que je sais ça, et c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça que je cherche à reproduire, le fait qu'ils aient mis les femmes à l'écart, je sais ça, et c'est évidemment pas ça que je cherche à reproduire. Ces faits-là ne sont pas, le fait que les étrangers n'avaient pas de droit politique, ces trois faits qui sont évidemment plus que critiquables, qui sont inacceptables aujourd'hui avec nos valeurs d'aujourd'hui, évidemment, ça ne doit pas nous amener à disqualifier la démocratie. Et qu'il y a un germe, comme dit Castoriadis, un germe dans la démocratie qui est le tirage au sort, qui donne le pouvoir aux pauvres, qui permet au peuple de diriger lui-même ses propres affaires. Putain, c'est important ça. Michel, il n'arrive pas à entendre ça, il continue à dire que la démocratie athénienne, c'était une oligarchie de militaires, de soldats, et qui avait des esclaves, et qui avait mis de côté la moitié. Tiens, personne ne parle d'Athènes comme d'un modèle, il ne s'agit pas de reprendre... Tiens, on n'est pas idiots, on ne veut pas reprendre la totalité d'Athènes. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous... Ce qui nous intéresse, c'est qu'à Athènes, ils ont réussi à pratiquer le tirage au sort pendant 200 ans, avec une société qui a jamais été... Jamais dans l'histoire des hommes, les humains n'ont été aussi politisés qu'à cette époque où il y a eu le tirage au sort. Qui les ont affranchis des voleurs de pouvoir. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pourrions, en récupérant cette idée du tirage au sort, pour affaiblir nos représentants, pour que nous puissions, le peuple, nous, la multitude, avoir enfin le pouvoir politique, parce que nous avons trouvé la procédure qui affaiblit, qui limite le pouvoir de nos représentants. C'est quand même sauvable, cette idée-là. Donc, je ne désespère pas que Michel le comprenne un jour, parce qu'on va avoir le temps d'en parler. Et le fait qu'aujourd'hui, il salisse la démocratie athénienne en la calomniant comme tout le monde fait, parce que je pense simplement parce qu'il n'a pas... Je dis ça très affectueusement, parce qu'il n'a pas assez réfléchi à la question, parce que je pense que j'ai raison et qu'il se trompe. Et voilà, c'est peut-être moi qui me trompe, et la discussion permettra de le savoir. Mais le fait qu'ils disent tant de mal de Robespierre, qu'ils disent du mal de Marat, qu'ils défendent, comment elle s'appelle, Charlotte Corday. J'ai lu son petit essai sur Charlotte Corday. Merde, pourquoi il fait ça? Bon, c'est déconnant. Enfin, je pense que c'est déconnant. C'est pas grave. On va discuter. Bah, si, parce qu'il passe beaucoup à la télé, Michel Onfray. Oui, mais ça ne le rend pas plus coupable. Il n'est pas coupable d'utiliser les tribunes qu'il a. Il a raison. Et je suis sûr qu'il le fait de bonne foi. C'est-à-dire qu'il pense, Michel... Alors ça, il pense ce qu'il dit. Michel est honnête. Il fait honnêtement du mieux qu'il peut. Et le fait qu'il se trompe sur certains sujets, c'est anecdotique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on donne la parole à des contradicteurs. Et c'est compliqué, ça va être compliqué d'avoir la contradiction avec Michel parce que c'est un orateur et un savant redoutable et puis qui est parfait. Je trouve remarquable. Moi, j'aimerais bien avoir cette controverse. Enfin, j'aimerais bien l'avoir en privé d'abord, mais je pourrais l'avoir en public. Ça m'intéresse et ce serait... À mon avis, ce serait plus intéressant que ce qu'on voit. Quand il va chez Ruquier. Voilà, parce que je trouve je trouve que c'est du gâchis. Je ne sais pas s'il acceptera. Il accepte Oh, d'aller chez Ruquier. Mais... Il accepterait je crois qu'il m'aime bien, Michel. Ah non, mais je n'en doute pas. Mais on s'aime bien, mais... Je pense qu'il trouve ça plus simple d'aller chez Ruquier. Bref, c'est une autre discussion. Bref. En tout cas, je pense que pour départager... Quand il y a comme ça plusieurs sons de cloche, beaucoup de sons de cloche qui te disent que Robespierre est un buveur de sang, un tyran, un assassin, quelqu'un qui préfigurait les goulags et les régimes totalitaires. Quand on te dit ça,
que tu as plein de gens qui te disent ça. Plein de gens, et dans les journaux qui sont tous, c'est peut-être une coïncidence, mais peut-être pas, tous ces journaux sont achetés par des gens très riches. Des gens très riches. Pour savoir, pour faire le départ entre le vrai et le faux, il faut que tu écoutes ceux qui défendent Robespierre. Et il y en a plein qui défendent Robespierre. Il n'y a pas que les communistes. Il y a Guillemin qui n'est pas communiste du tout, il est chrétien. Et en fait, quand tu lis Robespierre, tu lis il était avocat, tu lis un avocat des pauvres. Et quelqu'un qui était honnête, quelqu'un qui était incorruptible vraiment. Danton était un pourri, acheté pour voter les lois des riches. C'est documenté, c'est prouvé, c'est absolument pas... Enfin, c'est discutable, il faut le discuter, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je crois que ça va être difficile. Ah oui, non, mais ça va être... Ah non, mais il y a des textes, des lettres, non, ça va être difficile de démontrer, mais bon, on peut rester ouvert là-dessus, évidemment. Mais en tout cas, l'incorruptibilité de Robespierre, le fait que, quand les gens chez qui il habitait, qui voulaient l'inviter parce qu'ils étaient très honorés d'avoir Robespierre chez eux et qui l'admiraient, qui savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'important, ils voulaient l'inviter et Robespierre voulait absolument pas. Il voulait payer. Alors, de toute façon, il n'était pas riche, hein, et donc il voulait payer. C'était pas du tout. Il travaillait pas du tout pour l'argent. Il travaillait pour le bien commun et les pauvres. Eh ben, le fait que Rousseau faisait pareil. Rousseau, c'était l'avocat des pauvres. Eh bien, il a été aussi l'objet, mais il a été martyrisé par les Lumières et par les encyclopédistes et par les philosophes des riches. Martyrisé, Rousseau. Eh bien, nous, aujourd'hui, avant qu'il y ait Internet, nous étions ballottés par les livres d'histoire, par la littérature, ce qui nous décrit la démocratie, entre guillemets, qui en fait est le gouvernement représentatif, qui est le gouvernement des riches. Et nous sommes abreuvés par cette littérature, nous n'avions pas le moyen de nous émanciper. Avec Internet, on peut accéder à des penseurs qui étaient marginalisés, qui étaient tenus à l'écart, et qui nous rendent sensibles que les plus grands philosophes qui nous ont défendus, ils ne sont pas très nombreux, mais les plus grands philosophes sont dans l'ombre, alors qu'il ne tient qu'à nous de les lire et de les faire connaître. Robespierre, Rousseau, Guillemin, ça devrait être nos stars, quoi. Ça devrait être des gens qu'on lit.